Bonsoir YouTube, ici Largo pour une découverte de The Tented, je crois qu'on prononce comme ça, Grave. Je pense qu'il me faudra plusieurs mois pour apprendre à correctement prononcer. La chute d'Avalon, donc un jeu sorti sur Kickstarter il y a 2 ans. Et moi, je m'intéresse qu'aux jeux sortis il y a 2 ans, donc c'est l'heure. D'autres ont fait des vidéos sur ce jeu. C'est mon tour de le découvrir ce soir, peut-être avec vous si ça vous intéresse. J'ai fait le petit tutoriel, donc c'est vraiment une découverte, un petit tutoriel qui comporte 4 pages, qui vous guide sur quelques cartes d'exploration, les 4 premières cartes. C'est assez rapide à faire, ça m'a pris 45 minutes. Ce qui m'a pris plus de temps, c'est de peindre la figurine que je vais jouer. Alors je ne fais pas un gros plan, comme ça on ne verra pas les défauts tout de suite. Ça a été beaucoup plus long. La notice, la notice c'est quand même ceci. Donc on a une notice de 22 pages, quelque chose comme ça. Alors le jeu m'a paru simple, à l'exception des combats, avec un système très novateur, que j'ai vraiment vu nulle part ailleurs. Ce jeu m'a été prêté par Vincast, je le rappelle ici, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais voilà, c'est un jeu qui ne m'appartient pas, donc je peux le tester avant de l'acheter. Je pense d'ores et déjà que j'ai 96% de l'acheter avant d'avoir fait ma première partie. Ce que j'ai vu sur le net, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert en ouvrant la boîte, eh bien, m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est vraiment pile poil ce que je recherche dans le jeu de société. Certaines critiques du jeu n'aiment pas cette histoire de menhirs. Donc les menhirs, c'est ces espèces de grosses bestioles qui sont très très grosses. D'ailleurs, ça prend beaucoup de place, je trouve, sur le plateau de jeu. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait aussi grand, mais bon, c'est un choix. Donc celle-là n'est pas peinte, je vais laisser ce soin à Vincent, si tu m'écoutes, parce que là il y a un petit peu de boulot quand même, mais il y a de très bons tutoriels sur YouTube pour faire des choses assez jolies. Bon, c'est pas indispensable, mais moi j'aime pas jouer avec des figurines grises, donc avant de démarrer une partie, j'ai peint donc Ailei, je sais pas si je prononce bien encore, c'est un genre de prêtresse. C'est pas forcément le personnage recommandé aux débutants. Il est également indiqué que le jeu est très difficile, donc dépasser le chapitre 2 sera sans doute assez compliqué, mais c'est pas prévu, c'est pas grave, je ferai 2 chapitres, et puis ensuite je recommencerai une fois que je serai plus expérimenté. Donc c'est un jeu qui a tendance à ne se jouer qu'une fois, enfin parce qu'il y a une aventure, mais ce n'est pas vrai. On peut refaire plusieurs essais, passer par des chemins différents, enfin tout au moins c'est ce qu'il se dit, c'est pas un jeu one-shot. Une fois qu'on l'a fait avec un personnage, on peut le refaire avec un autre personnage. Alors il est vrai que lorsqu'on connaît les chutes des histoires, donc on a un énorme paquet de scénarios, tout ça c'est le scénario en fait. Donc ça va être a priori très très immersif. On les connaît un petit peu, et puis forcément on peut retomber sur les mêmes entrées, un petit peu comme This War of Mine, c'est évident. Donc, on va démarrer cette partie. Je vais vous lire la note d'introduction, enfin la lettre que m'a laissée mon mentor, donc la prêtresse de Konash. Elle s'appelle Néante, apparemment. Donc, il y a 4 petites lettres comme ça dans la boîte. Si vous comptez acheter le jeu, vous pouvez regarder cette vidéo. De mon point de vue, quand vous l'achèterez, ou plutôt en août 2021, puisqu'il est en cours de réédition, vous aurez tout oublié et ça ne sera que le début. Franchement, c'est pas très grave, c'est aussi un petit peu de spoil. Donc il y a 4 lettres comme ça, on sent qu'il y a de l'argent parce que c'est du papier légèrement parcheminé et on voit rarement ça dans les jeux. Donc je crois que le Kickstarter, j'ai pas regardé les chiffres, j'ai pas voulu, mais a dû très très bien marcher. Donc allez, ma chère apprentie. Comme je regrette le temps qui nous a manqué pour parfaire ton instruction, j'ai été forcé de quitter la ville afin de pouvoir t'enseigner ne serait-ce qu'une fraction des connaissances que tu mérites. Il faut dire que de passer ton temps dans les prés plutôt qu'au temple ne t'a guère aidé. Il faut que tu saches ceci, les vieilles légendes sont vraies. Notre île appartenait jadis à des puissances immortelles et corrompues. Ce n'était pas un endroit pour les humains, mais Arthur, le premier roi,
débarqua sur ce rivage à la tête de notre peuple et entreprit de conquérir Avalon, maître après maître. Il prit le Graal au précurseur et l'utilisa pour instaurer dans ce lieu impie le cycle des saisons tel que nous le concevons. Nous pensions tous que le menhir du village avait été érigé en commémoration de cette période. La vérité, c'est qu'il avait été créé dans le but de repousser ces forces anciennes, ancrant l'île dans le monde des humains. Aujourd'hui, les menhirs s'éteignent un à un, et nous les rejoindrons bientôt dans les ténèbres. Le seigneur Yvain a rassemblé en secret les personnes les plus braves et les plus sages de Connacht, dont moi-même. Il nous guide vers l'est pour quérir de l'aide à Camelot avant qu'il ne soit trop tard et que nos terres ne disparaissent, englouties par le Weird. Si nous ne revenons pas, ou que nous ne donnons aucune nouvelle d'ici 30 jours, c'est que nous aurons échoué, et c'est sur toi que reposera alors le destin de Connacht. Yvain a refusé que tu te joignes à nous, car il t'a jugé trop instable, et de mon côté, les runes prédisaient que si tu nous accompagnais, ce serait pour toi un voyage sans retour. Mais seul, tu as peut-être une chance. Sauve notre peuple, ou si cela s'avère impossible, essaie de sauver ta propre vie. Et n'oublie jamais, tu étais et tu resteras la fille que je n'ai jamais pu avoir. Prends soin de toi, Néante, prêtresse de Connacht. Voici pour cette petite mise en introduction qui, ma foi, est fort bien faite. Donc, nous allons jouer Aléi, la prêtresse. Voici son plateau de personnages. Donc, c'est un plateau de personnages très simple. Ici, vous avez les caractéristiques plutôt de combat. Donc là, par exemple, je démarre à 1 en courage, 0 en pragmatisme et 0 en agression. Par contre, pour la diplomatie, j'ai 2 en empathie, 1 en prudence et 0 en spiritualité. Donc il y a de la case, des places pour 2 pions, mais des cartes mises sur le côté vont venir à un moment donné augmenter vos caractéristiques. Tous ces petits cubes rouges servent à plein de choses, à savoir à mesurer des points, que ce soit des points de nourriture, des points de richesse, de réputation, d'expérience ou de magie. Donc là, je démarre avec 3 nourritures et une réputation. Donc de l'autre côté de cette fiche, vous avez la fiche de démarrage. Ici, eh bien, nous avons les points d'énergie, donc ce sont les points d'action. Nous avons la santé et nous avons la terreur. Cette petite case qui indique les points de vie, donc au fur et à mesure que les points de vie vont baisser, on va la baisser, et ça indique que votre terreur et votre énergie ne peuvent pas dépasser du coup vos points de vie. Alors il est conseillé, c'est ce que m'a dit Vincent, de peut-être jouer sans cette petite fiche rouge qui rapidement, au fur et à mesure que vous allez descendre de points de vie, va limiter vos actions. Et le jeu est très difficile. Bon. Néanmoins, j'ai constaté qu'il avait été adapté pour un joueur, c'est-à-dire que certains éléments du jeu sont indiqués pour un joueur. Par exemple, ce menhir va avoir 8 jours de vie, alors que si vous jouez par exemple à 2 joueurs, il n'en aura que 7. C'est moins 1 par joueur. Donc le jeu a quand même été pensé pour le jeu solo, et pour cause, parce que ça s'y prête vraiment. Mais je pense qu'il prend là encore un petit peu comme Arkham, très bon en solo, mais quand même un petit peu meilleur à 2 joueurs lorsqu'on peut. Mais les bons jeux solo étant tellement rares, on va pas se plaindre de ce très très léger défaut. Donc j'ai un paquet de combat. Pour les joueurs d'Arkham, c'est du connu, c'est un deck de combat. Et puis plus inédit, j'ai un deck de diplomatie. Donc c'est un petit peu la même chose que le combat, sauf qu'il sera par exemple, il s'agira par exemple de convaincre un garde de vous laisser rentrer dans la ville ou ce genre de choses. On a 3 petites fiches d'aide qui sont, ma foi, très très bien faites. Le résumé des actions et le résumé du jour, on va y venir. Les symboles de combat de diplomatie et au dos, le glossaire des symboles. Et puis ici, résumé de la diplomatie et au dos, résumé du combat. Ici, nous avons 4 paquets de cartes. Ce sont toutes des rencontres, mais ici, on a plutôt des rencontres dans la nature. Ici, plutôt des rencontres magiques. Et puis, les 2 autres m'échappent un petit peu. Les 4 paquets du dessus, c'est la réserve. C'est-à-dire que pour constituer ces paquets, pour cette partie, on n'y met que des rencontres grosso modo de niveau 1.
Là-bas, nous avons un paquet objet, un paquet secret et puis un paquet sort. On a 2 cartes là-bas. Vous êtes mourant, vous devenez fou qui vont intervenir lorsque la terreur, on connaît bien en tant que joueur d'Arkham, arrive à 5 ou à 6. Et puis lorsque l'énergie arrive à 1 ou à 0, on est épuisé. C'est pareil, si j'ai bien suivi, on est mourant. Non, c'est ouais, on est épuisé et ici on est mourant. Vous voyez, c'est rappelé sur le petit, ces petits cadrans. Donc là encore, c'est en relief, hein, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a quelques dés à 6 faces. Ça, ce sont des jetons compte-temps. Et puis, on a des jetons violets, c'est des points de magie. Et puis, pour terminer, on a ces jetons jaunes. Je crois que c'est des pions quêtes. Je découvre quasiment le jeu en même temps que vous parce que je n'ai fait que le tutoriel. Il y a des similitudes avec Arkham, puisque dans ce monde qui se meurt, donc, qui a été protégé par des menhirs, comme on l'a vu, qui se meurt, eh bien, les héros ont des folies, ont des anciennes blessures, peuvent devenir fous. Ça rappelle furieusement un petit peu Lovecraft. Donc, par exemple, pour Alei, traumatisme, vous ne pouvez pas réduire votre folie quand vous vous reposez dans un lieu qui n'abrite pas un menhir actif. Alors, effectivement, au cours du jour, on va pouvoir, comme indiqué ici, se reposer si on mange une nourriture et perdre un point de folie, mais nous, il faudra le faire sur la case menhir si on veut perdre un point de folie. Voilà pour la mise en place. Ici, j'ai les lieux, hein, donc c'est indiqué par la notice, hein, la notice ou la carte chapitre. Donc, le scénario indique de piocher cette carte chapitre. Donc, vous voyez par exemple, construisez votre paquet rencontre de départ, bleu, gris, vert et violet. Un joueur n'utilise que les cartes avec un seul bouclier rouge, qui sont des cartes beaucoup plus faciles que les cartes avec 2 boucliers rouges. Mélangez les paquets, si c'est votre première partie, placez la carte de votre première rencontre. Donc ça a été fait, et c'est une rencontre un petit peu facile, il y en a une qui se trouve dans le tutoriel. Le système de combat et de diplomatie est franchement original, c'est super, on va y venir. Donc vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans la quête, à vous lancer dans le chapitre 1 de la chute d'Avalon. Pour votre première action de partie, essayez d'explorer votre lieu de départ. Avant de commencer à explorer, n'oubliez pas de lire l'introduction du journal d'exploration. À présent, défausser cette carte et révéler la carte du sommet de votre paquet événement. Et puis on avait le dos. Voilà, donc on a constitué ces derniers paquets que je n'ai pas cités, c'est le paquet événement. Donc là, je débute la partie en prenant cette première carte. Chapitre 1, première partie. Hop. Placez cette carte au sommet de la pile quête active. Donc la pile quête, ça va être à côté de notre pile événement, tout simplement. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Le menhir gardien qui protège votre village depuis des temps immémoriaux est en train de s'éteindre. Selon la légende, un ancien rituel druidique pourrait permettre de le raviver. Vous devez explorer les aventures de Queenhatch pour le découvrir. Quête, gagnez la carte secret Rite de Menhir. Pour cela, vous allez devoir explorer les lieux autour de Queenhatch. Donc c'est la carte 101, on débute au village de Queenhatch. Alors cette grosse statue, justement, cache le nom du village. C'est un petit peu un très léger défaut que j'ai constaté. Les figurines cachent un petit peu les cartes. Elles pourraient être un poil plus grandes. Succès, dès que vous avez les rites du menhir, résolvez la 5e partie du chapitre 1 du paquet événement et défaussez cette carte. Prenez garde de ne pas altérer l'ordre du reste du paquet. Donc on va venir prendre la 5e carte de ce paquet. Astuce, si c'est votre première partie, essayez de rentrer à Queenhatch pour le premier crépuscule afin d'y passer la nuit et de lire le rêve. Les rêves contiennent souvent des indices. Alors, je mets une quête active et puis on va démarrer notre première journée. Donc l'aube, retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée d'un menhir. Donc j'en profite pour aborder cette histoire de menhir. Donc ces menhirs nous protègent et en fait permettent grosso modo de circuler. Donc en fait les 4 lieux qui sont révélés ici sont présents parce que nous avons un menhir actif. S'il n'y a plus de menhir actif, on doit retirer les cartes lieux. Au fur et à mesure que les jours passent, le menhir va s'épuiser. Donc là, il est sur 8. Une fois qu'il sera à 0, il disparaîtra.
et tous les lieux disparaîtront. Donc il faut trouver un moyen de réactiver ce menhir ou de trouver un autre menhir avant ces 8 jours. Donc c'est ce qui semble déplaire à nombre de joueurs. En fait, c'est ce contour qui pour nous correspond à l'intrigue dans Arkham et à laquelle on est habitué. On est toujours pressé sur Arkham. Donc je pense que cette sécurité vous permet de ne pas faire toutes les quêtes secondaires. Alors, vous ne pouvez pas faire toutes les quêtes secondaires, vous devez en choisir certaines, mais seules les quêtes principales vont vous permettre d'avancer et de découvrir de nouveaux menhirs. Donc on ne peut pas tout faire, et c'est peut-être un petit peu frustrant pour certains joueurs. Voilà, donc notre menhir est sur 8. Dès que je vais trouver un autre menhir, par exemple si je trouvais un menhir en 103, eh bien je découvrirai certainement les cartes 118 et 108. Alors quand on se déplace sur un lieu, on découvre toujours les cartes qui sont autour, sauf si elles ne sont pas à portée d'un menhir. Donc les menhirs ont une portée de 1, que ce soit horizontalement, verticalement ou diagonalement. On y viendra lorsque le moment sera venu. Je continue le démarrage de la partie. Réduisez les cadrans des menhirs et les cadrans de temps. Retirez les pions de temps. Donc les pions de temps, ce sont ces petits pions qui sont placés sur certaines cartes à certains moments. Par exemple, vous produisez un objet, il sera prêt dans 2 jours. Eh bien, vous mettez 2 pions de temps dessus. Et puis, quand vous avez retiré le deuxième, votre objet est prêt. C'est ce type de choses. C'est très très simple. Le jeu est très simple pour un amateur d'Arkham. Ce que j'ai lu sur les règles. Alors, ensuite, donc là, vous voyez, ça tombe, hop, c'est pas grave, donc on va passer sur 7, voilà, donc il nous reste 7 jours pour activer ce menhir. Ensuite, révéler la prochaine carte événement, donc c'est ce que nous venons de faire, on l'a fait un tout petit peu en avance. Déplacer les gardiens, donc les gardiens ce sont les monstres que nous n'avons pas tués qui se baladent. Choisissez vos objets et secrets actifs. Donc lorsqu'on a plusieurs armures, eh bien on va choisir une armure active ou un secret, c'est une capacité active. La journée, jusqu'à ce que tout le monde soit à court d'action ou est passé, chaque joueur effectue une action dans l'ordre, dans n'importe quel ordre. Donc moi je joue en solo et voici le résumé des actions. Donc c'est pas plus compliqué que sur Arkham. Exploration, voyage, action de lieu, inspection de menhir, action de personnage, secret ou objet. Donc ça dépend effectivement de la carte, donc il y a un petit point d'interrogation. Et puis passer, ça coûte 0 action, bien entendu. Donc dès que tous les joueurs ont passé, eh bien, on passe à la phase de crépuscule. Alors, quelle action vais-je choisir pour démarrer? Eh bien, je vais inspecter mon menhir. Donc là, vous voyez, on a un petit icône menhir, comme vous pouvez le voir, je vais le pousser un tout petit peu ici. Je fais un petit gros plan sur la carte, j'en profite. Elle n'est pas finie la figurine, elle n'est pas finie, je vais faire quelques petites améliorations. Donc on constate que sur Quenash, donc on a ici c'est l'icône rêve, donc si on termine notre tour sur cette carte, on va rêver, ça peut être un rêve ou un cauchemar. On a une communauté amicale, petit village vert, et on a un menhir. Ensuite, on a cet adjacent aux cartes 103 à gauche, et puis à l'ouest, et puis à l'est, la carte 104. Donc je les ai placés, c'est la mise en place de début. Ensuite, pour une action, corvée pour les villageois. Pour une action, on peut gagner une réputation. Donc on va rajouter un petit cube rouge, tout simplement, dans la réputation. Moi, je démarre déjà avec 1 de réputation. Et puis le petit texte d'ambiance. Son histoire est aussi vaste que son cimetière, son futur aussi vide que ses demeures. C'est très encourageant. Il y a la même ambiance sombre que dans Arkham, j'ai l'impression, sur ce jeu. Alors, on a dit que je faisais une action qui coûtait 0, c'est inspection de menhir. Donc, inspection de menhir, eh bien, alors, je vais vous montrer. Normalement, on retourne la carte. Mais c'est pas super pratique parce qu'effectivement, il faut enlever toutes les figurines. Ça, tous les youtubeurs l'ont indiqué. Alors, donc, inspection de menhir, c'est le petit cadre qui est ici. Donc, activer un menhir, requérir tous les personnages, on joue en solo, les cartes secrets rites du menhir et outils de tailleur de pierre. Donc, pour réactiver ce menhir, je vais avoir besoin de rites du menhir et outils de tailleur de pierre. Donc, il est conseillé, fortement conseillé, de prendre des notes dans ce jeu. Donc, il me faudra payer 2 actions
2 points de vie, 2 richesses et 2 points de magie par joueur. Placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu, régler son cadran sur 8, -1 par joueur. Voilà. Et ensuite, on a les actions qui sont possibles à Quenache. Donc là, on va les lire sur cette carte, mais on peut également les lire sur le livret de scénario. Un profond sentiment de perte plane sur Quenache. Des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Le menhir qui se dresse sur la place du marché est presque éteint, et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards ont quitté le village à la recherche d'une solution. Si vous avez le statut Vendyward, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-le par le lieu 121. Ensuite, explorez gratuitement ce nouveau lieu. Si vous avez la carte secret 66, entrée 4. Si vous avez le statut marque du chasseur, entrée 6. Sinon, on peut lire le livret de scénario. Alors, c'est quoi ces marques? Eh bien, c'est très simple. On a, je vais vous montrer ça, une fiche comme ceci, de personnages, avec tous les statuts que vous pouvez acquérir sur le jeu. Donc, ça a l'air assez copieux. Et pour l'instant, j'en ai aucun. Voilà, et on va se diriger vers notre petit livret de scénario qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit faux jour, parce que c'est bien glacé. On a le texte que je viens de lire, donc on le retrouve ici si on ne veut pas décaler les figurines. Et donc j'ai tout ce que je peux faire. Alors on peut choisir une option, donc ça ne figure pas sur la carte. J'ai l'impression qu'il faut toujours lire le livre de scénario puisque tout ne figure pas sur la carte, donc pas trop l'intérêt en dehors de l'illustration. Donc je peux rendre visite aux familles des champions de la première expédition. Si vous devez les retrouver, en apprendre plus sur eux ou peut-être utile, allez à l'entrée 1. Demandez aux villageois de vous aider à vous préparer, allez en entrée 3. Reposez-vous dans votre maison pour la journée, allez en entrée 5. Errez dans les ruelles déformées par le 8 uniquement si la figurine des menhirs n'est pas présente dans ce lieu, allez à l'entrée 9. Partez, fin de l'exploration. Alors, donc pour explorer, l'examen du menhir me coûtait 0. Par contre, pour faire les actions qui sont ici, je vais avoir besoin de dépenser 1 point d'énergie, comme indiqué sur cette carte. Donc je lis le texte d'eau, j'applique les nouvelles règles et ça renvoie le plus souvent au journal d'exploration de ce lieu afin de vous proposer de nouveaux choix. Comment on l'a fait? Ok. Donc je baisse d'un point, je passe de 7 à 6. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, rendre visite aux familles des champions de la première expédition me paraît utile. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, hop. Donc, aller à l'entrée 1. L'entrée 1 est juste en dessous. Alors, le défaut de ce jeu, c'est que toutes les entrées sont visibles et que si on a le regard un peu baladeur, on peut voir un petit peu les conséquences des choix. Donc évidemment, il ne faut pas le faire pour se conserver de la surprise, mais c'est parfois un petit peu difficile parce que c'est juste en dessous, si vous voulez. Donc je pense que d'autres youtubeurs ont dû le dire, il faudrait quelque chose pour cacher les autres textes. Rares sont ceux qui n'ont pas perdu un être cher au cours de ce long hiver. D'abord, ce fut la famine puis la maladie. Enfin, les 5 derniers piliers de la communauté, les seuls héros que cette région n'ait jamais connus, ont quitté brusquement le village. Maintenant, quand vous croisez le regard perdu dans la vague des derniers résidents, vous comprenez que tout ce qu'ils souhaitent, c'est oublier. Délier les langues avec de l'hydromel. Il existe une ancienne tradition, la veillée en l'honneur de ceux qui sont loin de leur foyer. Cependant, organiser un tel événement ne va pas être donné. Payer soit une richesse, soit une nourriture, puis aller à l'entrée 2. Demandez-leur de partager leur fardeau, requiert au moins 1 en empathie, aller à l'entrée 2. Repartez au début de ce lieu et effectuez un autre choix. Bien, alors, je vous rappelle les caractéristiques de l'AI. Donc j'ai 2 en empathie, donc je peux faire ce choix. Donc je vais à l'entrée 2. Il vous faut un moment pour sortir les villageois accablés de chagrin de leur mutisme. Lorsque vous y parvenez, des histoires de séparation et de départ affluent comme un torrent. Vous tentez de vous souvenir de chaque détail, de la couleur du pâle froid que montait Néante, la prêtresse du village, l'ornement du haubert que portait le jeune seigneur Yvain, cette étrange corne à boire qu'Erfir le forgeron trimballait partout, la marque de naissance de Faël, le maître chasseur, la cape brodée d'Aubert, le voyageur averti, pour qui l'île n'avait aucun secret.
Lors de votre périple, le moindre détail pourrait se révéler précieux. Alors, là, on vient de citer tous les personnages. Donc, on a cité Néante, on a cité Erfir, le forgeron, Faël, donc tout ça, c'est les collègues. Alors, c'est juste Aubert, ça ne me dit rien. Effectivement, je ne crois pas que ça fasse partie des 4 premiers personnages. Alors, gagner la première partie du statut destin de l'expédition, et là, donc l'exploration prend fin. Donc, si je veux à nouveau explorer le village, je vais devoir dépenser un nouveau point. Donc, je prends mon petit carnet, hop, et je vais faire une petite coche. Alors, voici ma petite fiche. Première coche sur cette page, donc destin de l'expédition. Quand j'aurai les 9 coches, eh bien, je pourrai aller à l'entrée 405 du livret de scénario. Voilà. Bon, eh bien, est-ce qu'on va se déplacer quelque part directement? Est-ce que je ne gagnerai pas un point de réputation? Non, j'en ai déjà un, ça ne me paraît pas utile. Bon, on va faire un premier déplacement. Donc, comme indiqué sur le voyage, déplacez-vous vers un lieu révélé adjacent au trône. Vérifiez si ce nouveau lieu permet d'en révéler d'autres. Appliquez toute règle indiquée par un éclair. Donc, je dépense un nouveau point d'endurance, d'énergie, et je me déplace sur le conclave calciné. Donc, on va faire un petit gros plan. Piochez une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu, une fois par jour. Le vent qui caresse les hautes herbes de ces plateaux désolés transporte également une odeur de chair brûlée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Donc là, on voit qu'au nord, il y a le lieu 107 et au sud, le lieu 109. Donc on va placer ces cartes parce qu'elles sont à distance du menhir. Donc on peut les placer et comme on peut y accéder, on y va. Donc voici le lieu 107, Blanc-Lichen. Et voici l'hospice insulaire. Ah, on peut se soigner ici, c'est intéressant. Donc là, il y a une petite icône comme ceci, donc on va piocher une première carte de rencontre grise. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah bon, si, la vermine bruneuse, c'est la seule que je connais en fait. La verte, je la connais pas, la rose, je la connais pas, puis la bleue non plus. Donc là, c'est l'ennemi en fait du tuto. Mais pour moi, il sera extrêmement difficile. Hein. Donc ça va nous donner l'occasion d'aborder le système de combat. Le système de combat, donc cette première carte est assez explicative. Donc la valeur de la rencontre. Donc il nous faudra 4 points de dégâts grosso modo pour vaincre cette vermine brumeuse. Ensuite, on a les clés caractéristiques. Donc on va je vais venir mettre des cartes sur le côté droit de cette carte de combat, c'est vraiment très particulier. À gauche, le potentiel de combat. Le potentiel de combat, c'est les points de dégâts. Tant que vous n'avez pas Oxy, tant que vous n'en avez pas Oxy une, vous ne méritez pas le nom d'aventurier. Ici, capacité spéciale, elle n'en a pas. Le tableau de combat, donc de 0 à 2, 1 dégât, et puis 3 ou plus, perdez un point de potentiel de combat si je suis bien. Donc on peut se replier. Quand on se replie, on subit une attaque d'opportunité. Et si on arrive à vaincre cette vermine, on aura droit à une nourriture. Donc je prends ma petite fiche. J'y vais pas à pas. Hein. J'admets que vous n'avez jamais vu de vidéo avant celle-là. Donc commencez la rencontre. Piochez 3 cartes de votre paquet combat. 4 personnages, 2 cartes. Vérifiez les traits de la rencontre de combat. Choix du personnage actif, on est tout seul. Activation du personnage, capacité différée, on n'en a pas pour l'instant. Et on va jouer des cartes. Donc le paquet combat, le voici, c'est le paquet de base. Donc je le mélange parce qu'il faut le mélanger. Hein, il a été mélangé avant, mais je le refais une fois. Et je pioche 3 cartes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Maléfice. On a Maléfice, on a En Garde et on a Repli simulé. Alors, est-ce que ces cartes me permettent de faire des dégâts? Je dirais oui pour le Maléfice. Alors,
Alors si par exemple je veux jouer cette carte, je vais la mettre comme ceci. Alors je vais régler ma caméra pour vous montrer. Donc je fais coïncider en fait je fais coïncider les petites icônes. Donc ici pour pouvoir jouer cette carte, je dois avoir au moins 2 dans cette capacité, c'est-à-dire en pragmatisme. J'en ai au moins un, je veux dire. Donc j'ai un du côté gauche et un du côté droit. Si par exemple j'avais eu deux icônes de pragmatisme juste ici, j'aurais pas pu jouer cette carte-là, je peux la jouer. Donc je peux toujours jouer une carte, et ensuite les cartes suivantes devront avoir ce petit icône éclair qui me permet de jouer immédiatement. Là, pour jouer cette carte, je vais avoir également besoin d'un point de magie que je n'ai pas. Et donc on a dit repli simulé. Alors on a différentes capacités. Ici, gagner un point de dégâts pour chaque icône comme celui-ci en combat contre une rencontre violette. Alors ce n'est pas une rencontre violette, donc de toute façon je vais écarter cette carte, donc on ne va pas prendre ça. Je vais peut-être prendre en garde, ça paraît justifié. Alors justifié, on remarque que les icônes ici ne connectent pas, celui-ci connecte, mais il me faudrait un point de magie pour pouvoir, si j'ai bien suivi, l'utiliser. Et ici, ça connecte. Alors ça fait aucun dégât, mais au coup suivant, peut-être que ça en fera x2. Alors, donc tour de l'ennemi, vous choisissez l'attaque de l'ennemi, sauf repli. Et puis, ça c'est quoi ce petit icône? Eh ben, on va voir ça. On va voir ça. Où sont mes icônes? Je cherche. Alors, défausser la dernière carte de la séquence. Défausser. Donc on va défausser cette carte si je suis bien. Alors en fait cette carte en garde, eh bien si elle reste comme ceci, va me permettre de choisir la capacité de combat. Donc a priori je vais perdre un point de potentiel de combat que je n'ai pas. Donc ça ne me dérange pas. Mais je vais devoir défausser cette carte. Donc en fait elle me fait gagner, si j'ai bien suivi, un tour. Alors, je pourrais jouer éventuellement une deuxième carte repli simulé, parce que vous voyez que là, ça combatte et j'ai toujours un. J'ai pas de pragmatisme, donc je peux même pas jouer cette carte. Je peux la jouer comme ça, mais c'est pas du tout intéressant, puisque le x2, il n'y a pas de cube rouge ici, donc je fais 0 dégâts. Donc c'est nul. Donc je continue. On va je vais m'arrêter là. Donc je ne vais pas jouer de carte avec ce petit icône là. Donc je peux toujours jouer une carte. Si je veux en jouer plus, après il faut que j'aie cette icône sur une caractéristique que je puisse utiliser. Donc je m'arrête là. Donc on passe à la réponse de l'ennemi. Donc je choisis l'attaque de l'ennemi, sauf repli, et je dois défausser cette carte après attaque. Donc là je choisis ou avoir une blessure, ça ne m'intéresse pas, ou perdre un cube de potentiel de combat, ça m'intéresse puisque je n'en ai aucun. Ensuite, je dois défausser la dernière carte du paquet, c'est celle-ci, c'est ce que je fais. Hop. On doit avoir maximum 3 cartes en main, je n'en ai que 2, je vais faire ma main ici comme sur Arkham, je pioche une carte. Donc j'ai rassemblé ses pensées. Rassembler ses pensées. Alors, est-ce que ça peut coller? Ça peut coller. Donc je vais jouer ça. Et encore une fois, je ne vais pas jouer d'autres cartes puisque mes cartes maléfices et repli simulé ne m'intéressent pas trop. Donc là, par contre, il y a 0 point de dégâts dans le potentiel de combat, donc je vais perdre un point de vie. Hop, ça baisse de 1.
C'est pas encore trop grave. J'ai que 2 cartes, c'est bon, j'en pioche une. Un piège effrayant. Alors pour l'instant, j'ai pas vu une seule carte qui me permette de faire des dégâts. Donc c'est... Alors si je joue cette carte, à la place de l'attaque de l'ennemi, perdez un point. D'accord, donc on peut là encore. Donc ça peut m'intéresser. Donc je la mets comme ceci. Donc je peux, ça communique, et puis ça communique ici. Donc là j'ai un x2, ça veut dire que je vais, ce petit icône, je vais piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ensuite c'est le tour de l'ennemi. À la place de l'attaque de l'ennemi, perdez un point de potentiel de combat, puis défaussez cette carte. Donc je défausse cette carte. Hop. Donc j'ai 4 cartes, je dois en défausser une. Donc Maléfice ne m'intéresse pas du tout puisque j'ai pas de point de magie, donc je la défausse. Et j'ai à chaque fois le droit de piocher une carte. Coup handicapant. Ah, enfin une carte avec des dégâts. Donc est-ce que ça peut m'intéresser? Bah, ça m'intéresse grandement. Alors gagner 2 charges. C'est pas facile ces cartes. Hein. Alors je découvre en même temps que vous. Donc ça c'est l'icône. L'icône se déclenche au placement. Donc on va mettre 2 charges là-dessus. Réaction de l'ennemi, payez une charge, perdez un cube de puissance de moins, piochez une carte. C'est une très bonne carte, j'ai l'impression. On va essayer ça. Alors j'en profite, hein, s'il y a des erreurs, comme sur Arcane, bah, vous signalez. Donc là, si je suis bien cette carte, je fais 1 point de dégâts de potentiel de combat et ensuite 2 autres points. Donc je prends 3 cubes rouges et je les mets ici. Ensuite, on a dit qu'on avait 2 charges que je mets comme ceci et je vais pouvoir les dépenser. Alors c'est pas encore le tour de l'ennemi, je peux éventuellement jouer une autre carte qui a les bons cils. Défense. Bon, ça c'est pas mal. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Distraction. Ouais, non. On va s'arrêter là. Donc réaction de l'ennemi. Donc il y a 3 cubes. 3 cubes. Donc si j'en crois cette capacité, je dois perdre un cube. J'enlève une charge, je ne perds pas de cube. Et je pioche une carte. Attaque prudente. Alors, est-ce que ça peut aller? Donc, je rappelle que je n'ai pas de point d'agression. Donc là, ça va me faire un seul dégât, en fait. Bah, ce qui doit pouvoir m'aller, je pense. Donc, attaque prudente, ça me va bien. Donc j'ai 4 cartes, je dois en défausser une. Donc je vais défausser repli simulé et je pioche une carte. Attaque surprise. Donc là, si je joue ça, je fais un dégât, un potentiel de combat. Donc ça fait 4. On a 4 ici, et donc l'ennemi est vaincu. Comme ça que je comprends la chose. La condition de victoire est appliquée immédiatement. Hein. Dès qu'on atteint 4, c'est gagné, c'est ce que j'avais compris. Voilà, c'est en permanence en fait. Hein. Dès qu'on atteint 4, tac, on a gagné. Bon, et ben voilà, donc je remballe mes cartes, je remélange mon paquet.
Donc que je vais pouvoir enrichir. Vous voyez ici tout ça c'est des cartes diplomatie, ici c'est des cartes combat. Donc au fur et à mesure de la campagne, eh bien, on va pouvoir acquérir des cartes qui sont ici, des cartes de progression. Je reprends mes cartes. Alors que fais-je de la rencontre? C'est une bonne question. Tiens, on va regarder dans la notice. Donc c'est remis dans le paquet combat, au bas du paquet combat, donc dessous. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux faire sur cette carte? En fait, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais j'ai accès à l'Opus insulaire, donc ça peut être utile. Alors, est-ce que j'irai pas à Blanc-Lichen? Mais je vais être un peu loin si je veux rentrer pour la nuit. Donc ça va me coûter 1 pour y aller. Je vais avoir une rencontre bleue. Il y a une... Bon, c'est la première partie, hein. On recommencera. Donc je dépense 1 en énergie et je me déplace ici. Alors piocher une rencontre bleue quand on arrive dans ce lieu. Donc là, je découvre. Un garde suspicieux. Non, c'était la rencontre diplomatie du tuto. Alors, donc ça va nous donner l'occasion de faire de la diplomatie. Donc c'est un petit peu le même principe. Sauf qu'on a donc un marqueur gris. Alors, marqueur gris. On met un petit coup de rouge. Donc on le met ici. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas bouger la carte par contre. Ça peut être un poil plus pratique. Alors là, on ne va pas l'abattre. On doit enlever des paliers. Donc ici, il n'y a qu'un seul palier. Expliquez-vous. Si on en avait plus d'un, les règles seraient un petit peu différentes. Récompense 1 en réputation, échec, perdez 1 en réputation. Alors, je pioche 3 cartes de mon paquet diplomatie, c'est pareil. Stratagème risqué, on va enlever le gros plan. Soutien. Et doux mensonge. Ça peut m'intéresser. Alors, on va faire un petit exemple, comment ça marche. Alors, vous voyez, là, j'ai déjà commencé par le déplacer, il faut faire attention. Ça, c'est pas super bien foutu, je trouve. Donc, c'est pareil, il faut faire communiquer les petits icônes. Donc, ici, bonus variable, chaque icône comme celle que vous reliez donne, on va augmenter le petit marqueur. Et quand on arrive ici, c'est la piste d'affinité, on a gagné la rencontre de diplomatie. Si par contre on arrive tout en bas, il se fâche et c'est mort. La rencontre est perdue. Système assez bien trouvé. Donc là par exemple, x1, j'augmente de 1 la piste, donc je vais pouvoir l'augmenter si je joue cette carte. Je vais également pouvoir piocher une carte puisque je suis prudent. J'ai 1 en prudence et puis c'est tout. Alors chaque icône que je relie donne ceci. Donc il est relié et je vais encore pouvoir augmenter de 1. Donc ça c'est intéressant. Donc je vais jouer cette carte. Donc là j'augmente de 1. Ici j'augmente de 1 puisque c'est la capacité qui est indiquée, c'est le bonus variable, hein, j'appelle ça. Et je peux piocher une carte. Alors, pas une carte combat, une carte diplomatie. Chanson captivante. Donc on a la réaction de l'adversaire, on baisse de 1. Alors ici on gagnait 2 charges, donc je vais mettre 2 charges. Et en payant une charge, on peut retirer une carte au choix dans la séquence. Tout à fait original. Donc là je perds 1 sur la piste d'affinité, donc il faut
faudrait que je puisse augmenter de 2. Alors, est-ce que... j'ai pioché une carte, j'en ai 3 maximum, c'est bon, et donc après j'en pioche une à nouveau. Voix apaisante. Là, ça va m'être utile. Si je fais ça comme ça, à noter que j'aurais peut-être pu terminer la rencontre au coup précédent, hein, en jouant une carte avec un point, mais je crois que non, il n'y en a aucune qui connectait, donc c'est réglé, je ne pouvais pas le faire. Donc je vais lui faire une voix apaisante. Donc si je suis bien, j'ai un icône comme ça, donc ça augmente de 1. Et si l'affinité n'est pas verte, ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, est-ce que je chanterai pas la chanson captivante? Ouais, c'est dommage, je perds pas mal de trucs. Si je fais ça comme ça... Alors, à noter qu'il n'y a plus de... Ah si, c'est comme ça. Qu'est-ce que je raconte? Je pourrais jouer ça comme ça. Donc, si je suis bien la séquence de combat, je joue cette carte. J'augmente de 1, donc je passe à ici. Je vais jouer cette carte, je peux la jouer parce que le petit icône point d'exclamation est relié et il me faut un en spiritualité que je n'ai pas. Donc je ne peux pas jouer cette carte. Alors est-ce que je peux en jouer une autre? Ça je vais pouvoir le jouer, mais ça va rien apporter. Et ensuite le stratagème risqué, c'est pareil. Bon, ben, je vais rien faire. Je vais rien faire. Donc on rebaisse de 1. C'est une espèce de discussion qui s'engage, c'est tout à fait original. Donc j'ai 3 cartes, c'est bon. Je peux en piocher une. Interprétation magistrale. Alors, si je fais ça... Ouais, c'est pas super. Hein. Je vous montre mes cartes. C'est pas facile comme système. Hein. Je le découvre. Alors, bon, c'est pour ça que j'y vais très très lentement. C'est peut-être un peu lourd, hein, j'en doute pas, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Alors moi, ce qui m'aurait plu, c'est d'avoir un espèce de petit cadre en bois qui permette de poser ces cartes, de les enlever facilement, parce que là, elles bougent pas mal en fait. Donc je trouve ça un petit peu galère. Enfin, bon, c'est du détail. Hein. Alors, que fais-je? Je vais jouer ça, j'ai pas trop le choix. Comme ceci. Donc je peux augmenter de 1. En dépensant un point de magie, j'aurais pu piocher une carte, mais ce n'était pas le cas. Et ici, il ne se passe rien. Tour de l'ennemi, on rebaisse de 1. Donc si l'affinité n'est pas verte, perdez une réputation, ce n'est pas le cas. Si à un moment donné, si je dois défausser cette carte, je perds également un point de réputation. Si je dois défausser la dernière carte de la pile. Alors c'est assez habile comme système. Certaines cartes, on les recouvre, comme celle qui était juste avant, et celle-ci n'est pas recouverte en fait, puisqu'il y a des charges dessus. Donc j'ai 3 cartes, j'en pioche une. Mesure désespérée. C'est pas ça qui va m'aider. Hein. Si l'affinité n'est pas verte, augmenter de 2, ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, par quoi vais-je continuer? Je vais continuer par interprétation magistrale. Donc, j'ai bien 1 en empathie.
ouais, enfin peu importe, parce que c'est ici que ça connecte. C'est ici que ça connecte. Et je vais placer un petit jeton charge. Et ça va pas coller non plus. Alors, sauf erreur, si je paye une charge d'ici, je peux retirer une charge d'une carte. Donc, je peux retirer la charge de cette carte, et donc je peux piocher tout de suite une carte. C'est ce que je comprends. Empathie. Alors, est-ce que je pourrais pas jouer empathie? Non, je ne peux pas jouer empathie. Le problème, c'est que je ne peux pas jouer grand-chose. Ah si, je peux jouer empathie. Comme ceci. Donc empathie, plus 1. Et ici, 1 fois, on augmente la piste d'affinité, donc je passe à 4. Et la rencontre est gagnée. Donc j'aurais pu mettre un pion charge ici, et j'aurais pu à nouveau l'enlever grâce à deux mensonges, et piocher immédiatement ma carte. Donc je gagne 1 point en réputation. Je passe à 2. Et cette carte va au bas du paquet, bleu. Je récupère toutes mes cartes de diplomatie et je mélange. Donc voilà une rencontre de diplomatie, c'est une espèce de discussion assez bien simulée. Je range mes petits pions. Alors si Mickaël m'écoute, eh bien, je pense qu'il y a du matériel à produire pour ce type de jeu. Hein. Ça c'est clair et net. Alors, on va faire un gros plan. Je vais m'aider même de la caméra. Donc pour une action, je peux commercer avec les habitants, je défausse une nourriture et je gagne une richesse. Jadis, cet endroit portait un autre nom et possédait un marché florissant. De nos jours, plus personne n'y vient. Alors on voit qu'en haut, il y a le lieu 114, mais je ne le place pas parce qu'il n'est pas à la bonne distance du monolithe. Alors si j'enlève... Alors à noter que le conclave claxiné, j'ai oublié, mais je ne l'ai pas exploré. Je vais explorer Blanc-Lichen à la place. Voilà. Donc ça me coûte une énergie. Je cherche les mots. Et donc je vais explorer. Donc je peux au choix retourner la carte. Ce que je vais faire. Le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc-Lichen. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nouveau nom semble en émaner. Elle couvre les murs des bâtiments voisins d'un épais manteau. En vous approchant, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une couche de minuscules cristaux opalescents, semblables à des cristaux de sel marin, accrochés au pied d'un ponton. Alors que vous les examinez, vous remarquez que plusieurs personnes vous observent d'un air suspicieux. Si vous avez le statut héritage de Feld et que vous n'avez pas la deuxième partie du statut trésor caché, entrée 10, vent du weed, on n'en parle pas non plus. Si vous jouez à Léi ou si elle est dans le groupe, je peux aller à l'entrée 13. Alors je joue à Léi et je vais aller à l'entrée 13. Donc ça coûte 0 pour l'instant. Si je fais sinon entrée 7, c'est là que ça va coûter. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc entrée 7. Alors, entrée 7, c'est où l'entrée 7 ? Il faut aller sur la carte 114 aussi. Sur la carte 114. J'ai l'impression que j'ai beaucoup feuilleté dans ce jeu. Non, c'est la carte 107. On va faire de misplay. Voici Blanc-Lichen et on a dit l'entrée 7. Si vous avez au moins 3 réputations, allez à l'entrée 12. Sinon, allez à l'entrée 11.
Quelques habitants maladifs de Blanc-Licken vous bloquent le passage. Vous avez l'air du genre à causer des problèmes, commence l'un d'eux. Et les problèmes, on en a assez comme ça, partez. Si vous avez un en agression ou moins, vous calmez vos nerfs, respirez profondément et parvenez à calmer le jeu, allez en entrée 12. Si on est du genre agressif, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on va aller à l'entrée 12. On peut demander aux habitants de vous aider, allez en entrée 4, récolter du lichen blanc, allez en entrée 5. Renseignez-vous sur l'acolyte Bréagache, recréer la première partie du statut successeur de Guérin. Eh ben, ce n'est pas le cas, où on peut partir. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup de demander aux habitants de nous aider. On va récolter du lichen blanc, ça doit servir quelque part. Donc entrée 5. Horrifiés, les gens vous observent arracher le lichen à main nue pour le mettre dans votre bourse en daim. Un peu plus tard, en regardant dans votre sacoche, vous constatez qu'une partie de la mousse a disparu. Pour une raison inconnue, il semble que le lichen disparaisse lentement une fois arraché. Gagnez le secret 32. Placez un pion-temps et un cadran réglé sur 3 sur ce secret. À chaque aube, réduisez le cadran de 1. Une fois le cadran épuisé, défaussez cette carte secret. Vous pourrez le regagner ultérieurement. Fin de l'exploration. Alors, le secret 32. Donc, voici. Cristopale. Réduisez le cadran de 1 sur cette carte à chaque aube. Défaussez cette carte lorsque le cadran a expiré. Bon, on sait qu'on peut cueillir du lichen, mais ça ne va pas être super utile. Donc je prends un petit cadran comme ça. Là encore, il pourrait faire un truc pour les cartes un petit peu plus costaud, parce que là, ça peut bouger facilement en fait. Donc je le mets sur 3, comme ceci. On va essayer de ne pas le faire bouger. On va le mettre là. Et on continue. Donc si je veux rentrer, je ne vais pas pouvoir dormir sur le village de Guemach, puisque il me reste qu'un seul point d'énergie et je ne peux pas me déplacer en diagonale. Donc pourquoi ne pas dormir ici, puisque je n'ai pas pris de point de terreur, ça ne me dérange guère en fait. Donc pour une nourriture, pour une action, pardon, je vais commercer avec les habitants. Donc je défausse une nourriture et par contre je gagne une richesse que je n'avais pas. Et je perds 1 en énergie. Donc après je passe épuisé. Donc épuisé, c'est pas bon du tout puisque je ne vais regagner que 4 points d'énergie, et ça c'est très néfaste, hein, puisque je ne vais pas avoir beaucoup d'actions si je ne regagne que 4 points d'énergie. Donc on va passer à la phase aube. Je reprends ma petite carte d'aide. Voici. De crépuscule, pardon. Repos. Donc on peut manger une nourriture pour récupérer 1 point de vie et perdre 1 point de terreur. Mais moi je n'ai pas de point de terreur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je perds une nourriture et je remonte mes points de vie de 1. Alors, si vous ne mangez pas, votre énergie tombe à 0. Si elle est déjà à 0, perdez 1 point de vie à la place. Récupérez votre niveau maximum d'énergie. Si vous êtes épuisé, c'est ce que je parlais tout à l'heure, ne récupérez que 4 points d'énergie. Faites progresser votre personnage en dépensant vos XP. J'en ai 0. Modifiez vos paquets de cartes, j'ai pas d'XP. Si vous êtes dans un lieu doté d'un symbole rêve, lisez le rêve. Si vous devenez fou, lisez le cauchemar à la place. Donc on devient fou lorsque la folie dépasse l'énergie, sauf avant quelque chose comme ça. C'est ici, voilà, c'est ici. Je ne suis pas encore, j'en suis loin. Donc on va lire le rêve. Alors nous sommes dans le 107 toujours, et voici le petit onglet rêve. Rêver de chez vous est compréhensible. Après tout,
Pour la plupart d'entre vous, cela faisait longtemps que vous n'aviez pas quitté votre village. Mais pourquoi tout le monde marche et parle-t-il à l'envers? Bon, on a fait un rêve, ça va. Donc voilà, j'ai terminé cette première journée. Donc c'est un petit peu long, mais c'est le premier tour de jeu. Je découvre, comme vous, comment ça se passe. Moi, ça me paraît quand même super intéressant, super tactique. Alors, il faut gérer sa nourriture, sa richesse, sa réputation. Gérer son deck, forcément, et puis explorer ses lieux. Alors, je dirais qu'il y a les mêmes défauts que les livres dont vous êtes l'héros, c'est-à-dire va falloir explorer un petit peu les entrées. Une fois qu'on connaît les entrées du livret de scénario, se diriger au bon endroit. Par exemple, là, je suis certain que je ne vais pas arriver à me servir de mon lichen, parce que il va s'épuiser avant que je sache quoi en faire, mais sur la partie suivante, je saurai que je trouve du lichen à mon lichen, ce qui est logique, et qui sera épuisé en 3 jours. Voilà. Donc c'est un petit aperçu du jeu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne sais pas si la vidéo est intéressante, si j'ai été clair, si ceci, cela, parce que je suis quand même moi-même un petit peu tâtonnant, hein, mais c'était le but. C'était comme si vous ouvriez vous aussi votre boîte pour savoir si ça vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère sur la chaîne, et puis portez-vous bien.